Bonjour tout le monde, l'épisode de cette semaine, comme à l'habitude, vous est présenté par Service Pelletier-Gosselin, la solution pour les associations. Et on veut aussi en profiter cette semaine pour vous rappeler l'encan qui a cours sur la page Facebook des Montagnards. Il faut être membre des Montagnards pour pouvoir y participer. Encan silencieux pour le manteau personnel du légendaire numéro 4 des Carabins, Gabriel Cousineau, qui nous a gracieusement cédé son manteau. Donc, venez faire une offre. Toutes les sommes vont évidemment à la bourse des Montagnards qui supportent deux étudiants athlètes des Carabins. Merci beaucoup tout le monde. Bon podcast. Donc, on a passé à travers la saison régulière. Ça a l'air, surtout à travers la 9e, 10e semaine. Je ne sais plus comment on les compte, là. Mais la pénible dernière rencontre contre les Redbirds de McGill. Avec moi, comme à l'habitude, pour commenter ce palpitant match, la Houdini des Montagnards. Et par ça, je veux dire que par magie, elle est capable de faire apparaître une bière à l'intérieur du stade. Tamilia Ikadi, bonjour. Et également avec moi, un homme qui est tellement de schlag qu'il se brosse les dents avec du gin, François Mathieu. Bonjour. Oui, j'ai... Oh, mais votre côté. Ah, voilà, j'ai même ma toile de schlag. Hein? Ouais. Les lofts moraux juste en arrière de moi. J'aurais dû commenter la décoration. Et voilà. Ça va bien tout le monde cette semaine? Vous vous êtes remis du match de vendredi, ou plutôt vous vous êtes réveillé? Ouais, malheureusement, j'ai manqué la partie, mais j'en ai écouté une partie sur le magnifique stream que Tam a gracieusement partagé à tous. Et j'ai survécu. Faire un petit rundown du match pour ceux qui l'ont manqué. On blague qu'il ne s'est pas passé grand-chose, mais honnêtement, il ne s'est pas passé grand-chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux pour marquer des points. À la demi, c'était 4-2. McGill avait accordé 2 touchés de sûreté, Montréal 1, donc 4-2, un score de hockey. Il a fallu attendre au 4e quart pour voir un touché. Quand même le fun, là, une course de 61 verges de Alexandre qui faisait 11-2 Montréal avec le converti. Et presque immédiatement par la suite, Sidodinos, ils ont échangé de carrière pas mal tout le match, là, les Redbirds, passe de 62 verges à Pierce Dumais qui ramenait ça 11-9. Un placement d'Arpin à 13-30 et finalement une poussée des Redbirds qui s'est arrêtée à la ligne de 7 alors que le chronomètre marquait 0 pour un score final de 14-9 Montréal. Donc, les Carabins qui terminent la saison 7-1, les Redbirds de McGill 1-7. Donc, deux équipes qui n'étaient vraiment pas en termes de classement égales, mais que ça s'est terminé par un score. Montréal avait beaucoup de remplaçants sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, il y avait 19 joueurs qui étaient habillés contre Laval qui ne l'étaient pas vendredi dernier. Il y avait 5 nouveaux joueurs qui avaient encore porté l'uniforme, dont le joueur de la semaine sur les unités spéciales, Philippe Boyer, qui est notre futur botteur, excusez-moi, le futur botteur dans les prochaines années, parce que je ne sais pas s'il reste de l'éligibilité aux autres. Non, c'est fini pour les deux autres. Donc, c'est ça. Moi, j'ai bien aimé son pied. Si je m'abuse, il était aussi long que Panven a fait en moyenne cette année. J'ai bien aimé son jeu. Là, il reste à voir s'il est précis sur les bottées de précision dans le futur. Je sais qu'au collégial, c'était plus ou moins le cas, mais je pense qu'il y a des questions à se poser, à savoir qui va être habillé dans les prochaines semaines, parce qu'il ne faut pas oublier que nos 4 porteurs de balle, 4 botteurs cette année ont été nommés à un moment ou à un autre sur l'équipe étoile de la semaine du RSEQ. Je ne sais pas si ça démontre à quel point on a de la difficulté à convertir dans le red zone. On a quand même juste 12 touchés en 25 red zone. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a même pas photo. Là. Ça va être les deux mêmes porteurs qu'on a eu de l'année. Non, c'est clair. C'est sûr qu'Arpin a une jambe d'enfer depuis le début. C'est sûr que tu m'as dit. Non, mais tu y vas avec l'expérience rendue en série de toute façon. Je veux dire que s'il venait à avoir un blessé, au moins, on n'est pas mal pris. On est d'accord. Mais tu sais, tu regardes la shape du Viking français. Là,
Chris, il pourrait jouer au line, là, puis on n'aurait pas peur. Là. Puis quand il tape dans le ballon, il tape dans le ballon. Puis nonobstant, je suis bien content, le petit nouveau a fait la job, mais on va prendre l'expérience. Oh, non, absolument. Surtout au football canadien. Non. Si on veut encore du côté surprise, moi, il y a une autre surprise dans le line-up de vendredi dernier. C'était la résurgence de Kevin Dubois qu'on n'avait pas vu de l'année. S'il est en forme, je pense que ça va venir aider notre équipe de porteurs de ballon. Il apporte une dynamique différente. J'ai bien aimé aussi le numéro 24, Mulufa. C'est Glody Ashmouza. Oui, c'est ça, Ashmouza, excusez. J'ai bien aimé aussi sa présence. J'aimais ce qu'il apportait. C'est un petit peu différent dans les dynamiques de porteurs de ballon habituels qu'on a. Giroir aussi avait une bonne partie avant de se blesser, en espérant que c'est rien de grave. Ouais, parce que c'était un one-two punch, lui, là, mais c'était un punitif. Mais moi, en début d'année, puis je suis content que tu en parles de Dubois, parce qu'en début d'année, là, tu sais, nonobstant tous les blessés, les concepts de vaccins et toutes les patentes de choses, là, tu sais, dans mon line-up que je m'étais fait dans la tête là, du backfield, c'était Rip-Jean Giraud, Kevin Dubois, Bertrand Beaulieu. Mais Kevin Dubois était mon numéro 2, là. Tu sais, on l'avait vu pas l'année passée, mais l'année d'avant, avant qu'il se défonce le genou, là, parce que la problématique avec Dubois, ça a souvent été ça. Là, il tient avec des bâtons d'allumettes. L'ensemble de nos porteurs de ballon, ça a tout le temps été ça l'historique. Là. Si tu penses à Malky aussi, il n'est plus dans l'entourage de l'équipe, là, mais on parle à la dernière saison. On était rendu au 7, 8, 9 porteur de ballon. C'est ça. Mais Dubois, c'était ça. Vous vous souvenez, il avait couru une couple de fois. Puis il est rapide. Il a le speed. Il a les cotes. C'est un porteur, à vrai dire, je pense que c'est un porteur naturel. Quand on regarde un prototype d'un porteur de ballon, c'est lui. Puis on n'enlève rien à Bertrand Beaulieu. Mais tu sais, le nombre de fois que je l'ai dit, ce dude-là, 100 milliards de partie en partie, sa progression est impressionnante. Ah oui, mais lui, c'était une progression. Puis le petit que tu as parlé, Glody Ashmoussa, là, gros désolé à lui, là, je vais y parler, demander comment on prononce son nom, mais lui, quand on l'avait recruté, je me souviens que tout le monde avait dit ce dude sera la future vedette. Je pense qu'il avait joué en Division 3, quelque chose comme ça. Mais tu sais, pas mal plus parce que c'était de l'intégration, parce qu'il n'était pas né au Québec et whatever. Là. Mais lui, il a du potentiel immense. Là. Ça risque d'être, s'il est en santé, si tout va bien, on risque de le revoir. Moi, je ne l'ai pas vu courir dans les bouts que j'ai écouté la partie. Je ne l'ai pas vu. J'ai vu Dubois. Il y a eu 4 courses, là, mais. C'est ça. Il y a eu, c'est ça. Mais c'est quand même, tu sais, il y a quand même une belle moyenne. Mais même le jeu au sol, tu sais, on a 210 verges de jeu au sol, mais tu sais, la réalité, c'est que il y a un gain de 60 verges, là. C'est le jeu de... C'était un drôle de match. Moi, je pense que ce qui a fait la différence dans ce match-là, c'est que les fullbacks n'étaient pas habillés, Sam n'était pas habillé. Puis je pense que sur Friscasso n'était pas habillé non plus. Fait que sur la protection, la deuxième protection, sa ligne, ça a fait une différence. Puis je pense que c'est pour ça que le jeu au sol a plus ou moins fonctionné vendredi. On parle de moyenne quand même assez basse. Morin, 4 sacs, 2 interceptions. L'offensive n'a jamais vraiment pris de rythme. Il y a eu un gros jeu. Quand McGill se sont rendus compte qu'il était dans la game, ils se sont mis à blitzer pour donner encore plus de pression sur Morin, qui avait déjà fait 2 interceptions à ce moment-là. Ils voulaient tenter de profiter du fait que c'était leur chance pour gagner ce match-là. Ouais, McGill est allé all-in. Alors que c'est pour ça qu'ils ont laissé Sinodinos, alors que je pense que le plan de match était de faire jouer Samuel toute la game. Ils ont alterné entre les deux. Oui, mais ils ont commencé avec Samuel, puis ils ont fait la même chose à Concordia parce que c'est leur corps arrière du futur, parce que Sinodina, je pense que son éligibilité est terminée. Oui, mais attends une minute, regarde les stats. Là, Samuel n'a pas lancé de ballon. Là. Il était là, il a peut-être été là tout le long, mais c'est lui qui a dirigé le jeu au sol. Mais dès que le jeu était de lever le ballon, là, c'était Sinodina. Ça que, à un moment donné,
les joueurs auraient dû comprendre que dès qu'on mettait le petit Dimitri, le ballon, on l'a levé dans les airs. Là. Bon, ça n'a pas marché parce que 50%. Samuels, il a essayé. Il est 2 en 7. Oui, il a essayé, mais il ne l'avait pas. Il l'avait pas en 2 en 7, l'autre est 11 en 22. Il a quand même tenté 22 chances. Là. Il a tenté 7 chances, là, Samuel. Mais on s'entend, d'attaque totale, mais McGill ils l'ont n'a pas fait des miracles aussi, non plus. Là. Il a joué un quart, après ça, ils ont embarqué Sidodinos pendant 2 séquences. Après ça, ils ont rembarqué Samuels. Puis là, quand c'est revenu serré dans le match, ils ont décidé de remettre Sidodinos pour essayer de driver in. Mais on est d'accord, mais on s'est surtout rendu compte que ça paraissait que des joueurs qui ne jouent pas souvent, qui n'ont pas été souvent habillés, puis que la défensive, ça n'a pas besoin de beaucoup de reps pour vraiment être dominante. Puis malgré que tu avais une quantité industrielle de remplaçants, de personnes qui n'avaient pas vu de ballon, qui étaient des gens qui n'avaient jamais vraiment joué ensemble, la défensive a quand même été dominante. Tu sais, une coupe de sacs qui ont été. Là, on chialait contre. Non, mais McGill n'aurait pas du tout été dans la partie. Nous, été de plusieurs punitions d'indiscipline. Oui, puis les 2 interceptions. Ouais, les 2 interceptions, ils étaient dans Red Zone. Ça veut dire que c'était au minimum 3 points à chaque fois qu'on a laissé là. Puis tu sais, je veux pas. Tu sais, on pourra dire facilement que Dimitri a eu une mauvaise partie. Je pense pas que ça a été sa meilleure partie. Là. Il n'y a pas personne qui va dire. Mais tu as raison. Là. Il est habitué. Il n'y avait pas de fullback. Il n'y avait pas, à la limite, un gros tight end qui le protégeait. Là, la O-line, une O-line aussi, il y a plein de petits nouveaux. C'est correct. Là. C'est supposé. La O-line était relativement avec les vétérans. Là, mais les receveurs, tabarnouche. Tu sais, à un moment donné, il va falloir se le dire que c'est. Faut que la job des receveurs, c'est quand même de se démarquer de son demi-défensif. Tu sais, un cover sack, là, c'est pas juste parce que le demi-défensif était bon, c'est que le receveur n'a pas été capable de se démarquer. Donc, tu sais, je veux pas jeter juste la pierre à Dimitri. Non, mais moi, je pense que une des raisons aussi que ça a plus ou moins fonctionné, c'est le play calling. On savait qu'avec Dimitri, on y allait juste avec du court dans le flanc. McGill n'est pas cave, ils le savent. Fait qu'il couvrait bien ça, puis c'est comme, vas-y, essaye de nous battre. Puis ça fait 2 interceptions dans des jeux qui n'étaient pas prédestinés à ça. Hey, on va se le dire, là, le meilleur receveur de la partie, c'est le porteur de ballon. Ouais. Pas normal. Ça veut dire que c'est des fucking screens encore. Là. Puis notre meilleur porteur de ballon, c'est pas un porteur de ballon, c'est un receveur. Et ouais. T'as raison. On tourne en rond. Ah, d'accord. Juste pour finir. Juste finir, c'est brouillon. Ça a été brouillon. Ça a été bizarre. Mais c'est pas grave. Ça a permis à plein de joueurs qui n'avaient même pas été habillés de l'année, qui n'avaient pas vu de ballon, et d'autres des retours de blessés, des gens qui ont fini par avoir le vaccin à un moment donné, on ne sait pas trop, à rouler, puis à être là, puis à pratiquer, puis à voir c'est quoi du terrain. Puis peut-être que là-dedans, on cherchait un petit Rudy, là, puis on avait dû courir crier « Rudy, Rudy ». Il y en avait peut-être un là-dedans. Juste, il y a une facette du jeu, par exemple, où les Carabins ont dominé. Les joueurs qui étaient des estrades étaient primés. Là. Ils s'étaient fait des pancartes. C'était beau. Les photos étaient belles à voir. Ça jouait fort dans les estrades. Fait que props aux gars qui n'étaient pas habillés. Ils se sont donnés. C'est un stade le fun. On dira ce qu'on voudra à la McGill. C'est le fun. C'est un stade qui est intéressant parce qu'on a l'habitude d'aller le voir, d'y aller pour les Alouettes, un stade qui est plein ou tu es pogné plutôt dans les zones parce que des billets où qu'on est à l'universitaire, c'est des billets à 150$ aux Canadiens. Tu sais, on n'a pas les moyens d'être là, on ne veut pas aller voir ça pour aller voir les... On ne veut pas payer ce prix-là pour aller voir les Alouettes. Là, on se retrouve proche du jeu. C'est le fun, c'est plaisant. C'est un stade qui est le fun, en plein centre-ville. Non. Le Percival, c'est le Percival. Yes. OK. Un petit mot sur l'autre match dans le RSEQ en fin de semaine qui était pas mal plus excitant. Quel match! Quel match! Il était à la télé. Ça, c'était le fun à regarder pour une fois. Là. C'était pas, c'était vraiment particulier comme match. OK? Concordia à Sherbrooke sur la pelouse. Il pleuvait. Oui, il pleuvait. Donc, ça a été un enjeu. On a vu certains joueurs avoir de la misère. En gros, je vous résume ça très rapidement. Sherbrooke a parti très fort, 14 points au premier, 16 points au deuxième, 7 points au troisième. Donc, en rentrant dans le 4e quart, on est 30-10 Sherbrooke. Et là, Concordia commence à remonter. 1 touché, 2 touchés,
3 touchés. Et là, finalement, on se ramasse à 13 minutes 3 avec un safety. C'est 37-33 Concordia qui essaie de remonter. Et là, finalement, Olivier Roy se fait intercepter. C'est belle tentative. Les chiffres de Roy sont bizarres pour la journée là, parce qu'on a plusieurs sacs, on a des pics, mais c'était quand il forçait le ballon à la fin pour essayer de rattraper le score. Là. Sérieux, j'ai pas compris la tactique de Concordia dans ce match-là. Sherbrooke avait son équipe baissée sur le terrain, alors que Concordia avait presque tous ses partants d'habillés. Puis ils ont ramené en plus. Puis ils ont eu de la misère. Puis en fin de match, il y a eu beaucoup de joueurs de Concordia qui sont sortis par blessure. J'espère que c'est pas trop grave pour eux autres, parce qu'ils viennent peut-être de scraper leur game de demi-finale. Moi, ils voulaient absolument finir sur une victoire. Je pense que c'était... mais shout-out au remplaçant de Sherby, puis au second violon de Sherby de l'année. Le corps arrière de remplaçant de Sherby a connu une excellente game. Le 2-3e porteur de ballon de Sherbrooke a connu une très bonne game aussi. La défensive... C'est pas le 2-3e. C'est pas leur porteur principal. La Rose, c'est non, c'est Cadorette le principal. OK. Donc, la Rose a monté à 184 verges. Oui, mais ils n'ont pas de jeu au sol normalement. Ça que, il y en avait un. Je sais, c'est ça. C'est la première game qu'ils ont réussi à avoir du jeu au sol. Puis leur QB a réussi à aller chercher des statistiques alors que c'est leur remplaçant. Cloutier de Sherbrooke, là, c'est 12 en 24 pour 149. Mais il était opportuniste. Oui, mais là, la question, tu mets Robichaud ou tu reviens avec Cloutier, avec le momentum? Non, tu mets Robichaud, tu te demandes. Non, tu mets Robichaud. Ben oui, non, je le sais bien. Mais non, mais ça fait 3 ans qu'ils sont là, toutes les deux, là, puis dès que les deux sont arrivés ensemble, Cloutier et Robichaud, ça a tout le temps été la guerre. Là, oui, sont à peu près pareils. Mais là, c'est pour ça que je te dis ça. Tu y vas avec celui qui est hot, normalement. Qui est hot, là. Ouais. Mais il n'y a pas eu la game du siècle. C'est 50%. Cloutier, là. Non, mais il réussit dans la tactique puis dans les schémas, ça permet l'instauration du jeu au sol qui fonctionne jamais avec Robichaud. C'était le jeu au sol que vraiment, là, ils ont dit toutes les deux équipes, parce que même Concordia s'est mis à courir à un moment donné. Avec la pluie, il n'y avait pas le choix non plus. Mais c'était à la fin, là, en deuxième demi, Concordia s'est dit hey, on a peut-être une chance. Ouais, comme tout leur match. Pourquoi on n'essaye pas? Puis, crème, ils sont allés, mais effectivement, c'était une game de fun, mais là, on s'est encore rendu compte que le crise de terrain à Sherbrooke, il va falloir qu'il fasse de quoi, parce que la zone la zone de turf, là, avec rien, là, il y a un joueur qui s'est blessé, parce que là, surtout quand il pleut. C'est même pas un bon turf. Ben non! C'est une espèce d'astro-turf du stade olympique des années 80. Là. Directement sur le ciment. Ça n'a comme aucun sens. Quand le joueur est tombé, là, après ça va le faire placer, là, dans la zone début, là, il est tombé. Tu as senti son poids tomber sur la surface de jeu. Là. J'étais convaincu que son épaule venait de fendre. Ça n'a aucun sens. Je le comprends, le concept, Sherbrooke. Je le comprends. Vous avez un stade pour l'athlétisme. On le comprend que vous avez en dessous de ça des affaires pour faire d'autres cossins que le monde se crisse un peu. Mais à un moment donné, mettez au moins du turf qui n'est pas dangereux. C'est la sécurité des joueurs. Là. Ça n'a même pas de sens. Là. Le nombre de fois que tu voyais les joueurs glisser, parce que la surface, et puis tu l'as dit, il pleuvait. Tu sais, il s'est mis à pleuvoir, après il s'est mis à faire beau. Moi, je m'attendais à une game vraiment ennuyante, puis vraiment un peu au pire, puis j'ai eu du fun. Ce qui était le fun, c'est de voir les étudiants complètement chauds dans les estrades. Là. Il était heureux, hein? En bedaine. Sacrifice qui ça, c'est du football. Ça, c'est le fun. Mais c'était pas une mauvaise partie. Puis, non, ça a été un très bon match de football. Moi, je questionne le choix des entraîneurs sur est-ce que tu prépares, c'est comme la ligne, nous on avait cette discussion-là, est-ce qu'on habille Sénécal ou pas, justement à cause de ça? Puis là, là, je sais pas, c'est peut-être toutes des blessures mineures, mais Concordia, il leur manque déjà leur meilleur receveur. Prends-tu le risque d'en perdre 2-3 pour une game qui veut absolument rien dire parce que le classement était déjà réglé? Oui, c'est ça qui est bizarre. En plus, tu le dis, hein, le meilleur receveur, Murphy. Ce que Sherbrooke a décidé de faire, c'est d'habiller des joueurs qui avaient vu un peu moins de terrain cette année, puis un peu la même tactique que nous autres versus McGill. Ils ont habillé Murphy. Hein. Murphy a joué, puis il a fait une coupe de jeu, mais il n'a pas touché une seule fois au ballon. Non. Il n'a pas touché une seule fois. Puis,
sais, son rôle, c'était probablement d'attirer les demi-défensifs pour être en double coverage, là. Mais il n'y a pas eu un impact. Avec la pluie aussi, le type de tracé qu'il fait habituellement, puis avec la pluie, ça a dû limiter les options de Roy un peu, la partie contre nous qui mouillait, même s'il n'était pas habillé. Ouais. Mais là... Attends, je t'ai pour dire, François, on va reparler de Sherbrooke dans le game preview un petit peu plus loin. C'est ça, j'allais parler de toute façon. Exactement. On va juste faire un petit tour rapide dans le reste du football universitaire canadien. Il y a eu, dans le fond, c'était la dernière semaine d'activité de saison régulière au Québec et en Ontario. Il reste encore une semaine pour l'Atlantique et l'Ouest. Rapidement, Saint-FX et Sainte-Marie, je ne sais pas ce qui s'est passé là, 46-0. Dans l'Atlantique, c'est Saint-FX, that's all. Il y a juste une équipe. Ouais. À Mount Allison, Acadia, serré. C'est allé du côté de Mount Allison. Je crois qu'il mouillait aussi là-bas. Ouais, en Ontario, encore une fois, les Ponies, 66-0. Les Mustangs de Western. Mustang a pris sa vitesse de croisière, mais quoique Windsor, ça n'a jamais été un adversaire redoutable. Mais ils ont fait quelques surprises cette année quand même. Là. Ouais. Toronto contre York, bon, c'est York qui sont rendus les pires en Ontario. Là. Je pense qu'on peut. Ils ont réussi à se qualifier des séries puis à sortir McMaster des séries. Hey, Toronto qui finit deuxième, là, tu sais, je comprends là, qu'on a changé le bracket, puis là, qu'ils ne se sont pas promenés entre les deux. Non, là. c'est ça. Mais Toronto qui finit deuxième, je ne pense pas que j'ai déjà vu ça depuis que je suis le football universitaire. Mais il me semble que ça fait comme 10 ans qu'ils n'ont pas fait les séries. Là. Ah non, Toronto, ils ont passé 2-3 ans sans gagner une game. J'ai 2003 en tête. Là, mais... Ça n'a aucun crise de sens. Là, mais là, puis ça fait du bien parce que c'est un programme, un peu comme McGill, c'est un programme historique. Là, mais comme McGill, l'université, c'est une des meilleures universités au Canada qui se disent moi, tu viens ici pour étudier, pas pour jouer au football. Là, fait que... Mais ça fait du bien de voir ça. Ouais, Guelph contre McMaster. McMaster est allé gagner, même si ça ne voulait plus rien dire. Non, mais il y a eu un fuck, parce qu'ils ont changé les brackets à la dernière minute. Ils ont eu un fuck sur qui se qualifiait ou pas, parce que ce qui est sorti samedi soir, McMaster les faisait les séries, puis quand ils sont revenus dimanche matin, ils les faisaient plus. Le tiebreaker, ils ont eu des problèmes avec le tiebreaker parce qu'il y avait une triple égalité. Ouais. OK. Donc, puis à Waterloo battu Laurier. Et à la bataille d'Ottawa, c'est les GGs qui ont gagné pour aller chercher le 3e spot. Carleton qui finit 4e. Fait que vous avez de l'autre côté la fourchette éliminatoire du côté de l'Ontario. Qui commencent leur série comme nous en fin de semaine. Les deux autres ligues, c'est leur dernière semaine de saison régulière en fin de semaine. Plus vite. Et dans l'Ouest, Manitoba qui tombe contre Saskatchewan. Solide débarque en plus. Hein. Ouais, j'avais l'impression de regarder la game Carabin-Rouge-et-Or. Ah ouais, fait que là, toi, tu es en train de dire que peut-être que les Huskies seraient l'équipe à battre ce bord-là, là? C'est ça que tu es en train de dire? Ouais. Ah, puis ils sont premiers. OK, ils sont classés 4e. Ah oui, ils sont premiers. Ouais, c'est premier, deuxième, les Bisons puis les Huskies. Là. Ça, ils jouaient la première place. Là. Okay. Regina et Alberta, ça a fini serré. Et Calgary qui retrouve le chemin de la victoire contre UBC. Et qui sont en train de sauver leur saison. Là. Ça, tout va dépendre du match en fin de semaine, mais probablement que c'est eux qui vont voir le 4e seed. Ils finissent contre Saskatchewan. Ils pourraient raisonnablement là, rebondir. Puis, là, c'est à savoir si tu veux te pogner les Dinos dans la première demi-finale. C'est ouf. Non, mais on va avoir un bracket intéressant. Là, il va y avoir de quoi à suivre. Ce ne sera pas scellé d'avance. Hey, on peut-tu dire que ce top 10-là, c'est peut-être le pire top 10 qu'on a vu depuis longtemps? Ben oui. Le Manitoba, il n'est même pas dans le top 10, puis ils ont gagné. McMaster, il est 10e, puis ils font même pas les séries. Oui, puis là, à un moment donné, il va falloir se dire qu'une équipe qui ne joue pas pour 500 n'a pas d'affaires là. Ça n'a pas de sens. Ça joue pour 400, puis c'est là. On ne va pas me faire à croire qu'il n'y avait pas une équipe meilleure que ça. Là. Il y a de quoi qui ne marche pas. Calgary gagne une game. Manitoba est 3-1. Se bat pour la première place dans l'Ouest, que l'Ouest est une division chaudement disputée tout le temps. Là. On peut dire que c'est une des meilleures conférences au Québec en termes de parité. Là. Puis tu mets Calgary qui est 4e over celui qui est pour la première. Moi, je sais pas, Saskatchewan qui est classé. Tu as deux équipes de l'Ouest, right? Calgary, Saskatchewan qui est premier dans l'Ouest, fait que c'est correct. Mais t'as personne d'autre.
T'as pas Manitoba qui est deuxième, mais tu mets Calgary qui est quatrième. Je sais pas. Dans l'Ouest. Il y a quelque chose d'étrange. Non. Il y a vraiment de quoi qui marche pas. Là. Puis, je me souviens pas. Est-ce que c'est qui vote pour ça? C'est-tu ces journalistes qui votent pour ça? Des journalistes qui votent pour ça. Non, mais oui, mais il s'est pondéré par un système d'intelligence artificielle. Puis c'est ça qui vient fucker le chien. Ouais. Parce mais que non, ça vient pondérer. S'il y avait de l'intelligence artificielle, ça balancerait. Je pense qu'ils l'ont pas assez élevé. Non, mais c'est parce que ce qu'ils appelle le ELO, là, ça prend en compte les matchs précédents, puis l'historique de l'équipe. Fait qu'il y a certaines équipes qui sont comme Calgary qui est super bien classée, puis le Rouge et Or aussi est super bien classé à cause qu'ils ont beaucoup de points avec ça, versus le vote des 20, je pense qu'il y a 20 ou 27 personnes. C'est ça. Pour l'instant, ça nous avantage. Ah ouais, mais ça fait que ça donne un biais positif, un biais positif justement à des équipes qui n'ont pas d'affaires là. Exactement. Que c'est sur leur gloire passée, non pas leur jeu actuel. Ben, le Rouge et Or mérite d'être dans le top 10, c'est pas ça le point. Là, mais tu sais, comme une bonne partie de la saison, il était très, très, très élevé versus Queens qui ont été invaincus toute l'année, qui n'ont pas été dans le top 3 avant la semaine passée. Ouais, mais attends une minute, le Queens a joué contre Toronto puis York. Oui, non, je le sais bien, mais ils sont quand même 6-0. Mais je veux dire, tu places eux autres avant McMaster de toute façon. Ouais. Alors qu'une partie de la saison, il était derrière McMaster ou il était même pas dans le top 10 avec du 4-0. Right. Ça reste aléatoire, puis c'est juste un peu une gang de journalistes qui n'ont pas vu les games qui font ça, là, on est d'accord. Tu sais, même nous autres, on en parle, puis on les a pas plus vus. Ben, toi, Tam, tu les as plus vus que nous autres, là. Mais, bon, en tout cas, je voterai avec mes billets, moi aussi, non. Demi-finale du RSEQ qui commence ce samedi. On va avoir, dans le fond, Sherbrooke vient voir les Carabins à Montréal. Concordia s'en va à Québec. On ne parlera pas beaucoup de celle-là parce que je pense que c'est pas mal une conclusion donnée, à moins d'une surprise. Diffusé aussi. Oui, c'est la partie de TV diffusée. Oui. Sinon, nous, ce qui nous intéresse, c'est Sherbrooke à Montréal. Est-ce que les Verts ont une chance? Moi, je ne les prendrais pas pour battus. Moi non plus. Dans l'historique, avec cette équipe-là, moi, je ne les prends jamais pour battus. Ils sont capables de sortir des lapins de chapeau avec la rivalité et l'animosité qu'ils ont envers. Ils sont plus forts que leur fiche. Ils peuvent sortir leur meilleur game de la saison. Ils ont sorti fort la fin de semaine passée. Là, ils voulaient. Ouais. Est-ce qu'ils sont plus forts que leur fiche? Je ne pense pas. Je pense que leur fiche représente bien ce qu'ils sont, mais ce n'est pas leur fiche qui va être importante. C'est leur désir de vouloir battre les Carabins. Ça a toujours été ça. Leur Coupe Vanier, cette année, leur Coupe Vanier, c'était de battre le Rouge et Or la première fois d'histoire, mais historiquement, ils n'avaient pas été capables. Leur but, c'était de faire chier les Carabins. Je vous rappelle tout le temps que cette organisation-là est née des restants des Carabins. C'est le petit frère un peu boiteux qui veut tout le temps être meilleur que son grand frère. C'est ça, le Vert et Or. Bon, ben, ils nous ont toujours donné des bons matchs. Ils nous ont toujours donné du fil à retordre. Puis, tu sais, là, il y a la partie Voldemort là, qu'on ne veut jamais parler, là, mais, tu sais, c'est arrivé. Puis cette partie-là n'aurait jamais dû arriver en 2012. Bien, cette année, ça pourrait être comme ça. Si les coachs ne sont pas capables de replacer l'équipe exactement comme ils ont fait avec la défaite contre Concordia, quand ça s'est mis à débouler, s'ils ne sont pas capables de reclasser l'équipe, bien, Chris, on est capable de l'échapper parce que c'est arrivé en 2012 contre une équipe trop forte. Si vous me prenez, nonobstant ce bout-là, puis qu'on prend position par position, je ne pense pas que le Vert et Or est capable de battre les Carabins. Je pense que la seule position qui a un net avantage, c'est leur botteur de dégagement qui est une coche au-dessus du reste. Mais sinon, c'est très peu sur le total. Là. C'était peu sur le total, mais pour gérer le positionnement du ballon, ça peut être intéressant. S'ils sont capables de créer des revirements, ça peut être intéressant. Mais c'est la seule position qui ont un avantage. Mais je suis d'accord avec toi, mais là, c'est marginal par rapport à... Ben oui, c'est marginal. Mais non, c'est surtout que les nôtres ne sont pas mauvais non plus. Mais tu sais, ils ont des bons secondaires, ils ont des bons demi-défensifs, ils ont une grosse O-line, mais tu sais, ils n'ont pas de jeu au sol. Leur corps arrière est excellent.
mais ils ont des bons petits receveurs. Là. Mais il est correct, mais il ne va pas aller voler une game. Là. Est-ce que Marchand va être habillé? Si Marchand est habillé, ça peut changer quoi que ça peut changer quelque chose. Mais ce qui va vraiment déterminer l'allure du match, c'est savoir qui de nos blessés sera de retour. On l'a dit tantôt en parlant de la partie de McGill, 83 joueurs ont été habillés cette année. Pas juste parce qu'on voulait les faire jouer, c'est parce qu'on a eu des blessés à pu finir. On a seulement 8 joueurs qui ont joué les 8 matchs, mais on n'a pas habillé 19 à la dernière game. Ouais, c'est ça. Il y a des choix ça, qui ont été faits dans la dernière. Là. Ça fait qu'il y a juste 23 joueurs sur toute l'équipe qui a joué 7 matchs ou plus. Mais oui. Tu sais, on a des gros receveurs qui n'ont pas été, tu sais, qui se fait un méchant bout qu'on n'a pas vu. Tu sais, Arsenault, là, il a joué au début de la saison. Il n'est plus là. Le Français Villemur, il n'est plus là. Je pense que Dion, on l'a vu. On n'a jamais vu Michaud. Renault, on l'a-tu vu, 84 Renault? T'sais, oui, il a joué quelques matchs. Hey, Chamberlain, jamais vu Chamberlain. On en a plein de receveurs, là. On les a pas vus. En fait, Renault, il a joué les 5 derniers matchs. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un gros bonhomme. Si Dion aussi avait joué. Mais là, à un moment donné, on en a des receveurs. Mais Chris, il était où? On a habillé des gens qu'on n'avait jamais vus. C'est que ça va être ça qui va être la clé. Savoir aussi quel demi-défensif va être habillé. Est-ce que nos secondaires vont être toutes. Les blessures, c'est pas compliqué. Puis, est-ce que le jeu au sol va être capable de s'ouvrir? Ça va être le jeu au sol. À vrai dire, là, moi, je pense que le jeu au sol va être correct, là, parce que là, les fullbacks vont être habillés, puis Casso va être habillé, puis on va être capable de créer des brèches, puis toute la ligne va être habillée aussi. On devrait avoir à peu près le même livre de jeu que contre Laval. Là. Donc, à moins de problèmes d'exécution ou une météo. Puis, tu sais, si on était à Sherbrooke, je serais plus nerveux là, dans le champ de patates. Mais là, en n'ayant pas l'avantage du terrain. Ça va être plein. Là, moi, le groupe de receveurs, là, moi, je pense que la clé, ça va être la diversité. De faire du one-two punch. Dosso, Chabot, Taylor, Friscasso, tu te passes dans le flanc. Baby. Tu sais, d'être diversifié là, pour faire shaker un peu la défensive puis tester la défensive en début de match. Mais effectivement, là, je pense que Samuel Chénier est revenu là, il a de sa blessure, là, qui est notre fullback partant normalement. Là. Qu'est-ce qui est un bloc? Là? Un gars que j'aime bien. Là. Mais tu sais, Sam a fait une bonne job aussi cette année. Mais si on peut avoir les deux, puis libérer Friscasso. Mais je pense qu'il y a une stratégie courte, aussi c'est intéressant, depuis le match contre Laval de dire là, on se prépare pour les séries. Là. Laval, c'était la dernière grosse. Mais je pense qu'on va être quand même semi-conservateur parce qu'on a encore des jeux spéciaux dans notre pocket, puis je pense qu'on va vouloir les garder pour plus loin en série. Mais je pense qu'avec comment Taylor joue depuis 2 matchs, avec un one-two punch avec Dosso, ça va être très intéressant à regarder pour ceux qui vont être au Sepsum. Il faut voir que la défensive de Sherbrooke est différente. Là. Souvent, là, ils l'ont pas tout le temps fait cette année, mais souvent, ils jouent avec 2 maraudeurs, ce qui vient un peu fucker le chien sur nos trajets sur la longue balle. Fait que là, il faut traverser complètement. Là, c'est le fun parce que Sénécal a le bras pour le faire. Il faut juste s'assurer que la O-line va tenir parce qu'ils ont quand même une bonne D-line. Donc, ça va être juste protection. Si ça marche, on va être en business. Il y a plusieurs joueurs qui sont meneurs dans les plaqués en défensive. Est-ce que Sénécal a encore le red light en fin de semaine? On ne passe pas la ligne de mêlée, tu restes en arrière et tu te débarrasses du ballon? Absolument. Je pense que surtout contre Sherby. Absolument. Tu vas le perdre avant de pogner Laval, là, ça n'aurait pas de sens. Chris, tu ne vas pas avec les jaunes de Sherbrooke. Non. Ah non, tu l'as vu, on en a parlé lors de la dernière partie. Il a couru une game, il a couru une course la dernière partie. Là, Il a perdu 2 semaines. 3 semaines avec le quoi. Non, quand il est revenu au jeu. Ah, quand il est revenu. Puis il s'est fait plaquer sur son bras là, qui est blessé. Puis après ça, là. Puis jamais, quand il a recouru, il a dit « Hop, OK, je me glisse, j'arrête. » Non. On ne prend pas cette chance-là. De toute façon, tu sais, on l'a vu, là, on a un super bon deuxième corps arrière, mais c'est pas... C'est pas la même chose. C'est plus le même livre de jeu. Non, exactement. On coupe notre livre de jeu de 50%. Mais c'est ça, notre livre de jeu est fait pour tirer à la balle, dans le fond. OK.
Mais je m'attends quand même à ce qu'on gagne, mais il faut garder en tête qu'il y a une partie Voldemort qui est déjà arrivée avec une équipe exactement comme mais ça. moi, je pense que cette partie-là ne sera pas serrée au final. Non. OK. Donc, début du match, 14h samedi. On sera évidemment stationné à l'endroit habituel derrière Vincent Dindy. Aussi, en début de match, on vous invite à venir nous saluer. Nous serons sur le terrain pour remettre la bourse Montagnard 2021 à deux heureux élus. Donc, soyez là, ça risque d'être bien intéressant. Achetez vos billets, soyez en place parce que ça soyez sera nombreux, pas télédiffusé. Donc, on sait-tu s'il reste des billets disponibles? Il reste probablement pas. J'ai encore vu de la pub aujourd'hui sur Facebook. Ouais, je crois que oui. Est-ce qu'on sait s'il reste beaucoup de billets disponibles? Pour la demi, il en reste, mais je n'ai pas validé. Mais je suis pas mal certain. Je serais surpris que nous fassions ça le comble. Historiquement, nous avons jamais, je dis jamais, ça a été rare qu'on ait fait ça le comble pour cette partie. Exactement. Exactement. Donc, on verra ce que ça nous donne. Merci beaucoup à vous deux. Et puis, on se redonne des nouvelles au courant de la fin de semaine. Si vous voulez joindre les Montagnards, on vous invite à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, @Montagnard Montréal. Cliquez et aimez-nous, ça nous donne des gens pour suivre, puis ça vous permet d'avoir accès à nos différents scoops comme nos encans, les nouvelles, nos liens, ainsi de suite. Même chose, les Montagnards Montréal sur YouTube. Vous pouvez cliquer et liker pour pouvoir suivre nos publications. Si vous voulez contribuer à la cause, vous pouvez devenir membre. Le coût d'inscription, 20 $. Le lien se trouve sur la page Facebook. Encore une fois, on remercie SPG, la solution pour les associations, qui est notre commanditaire. Bonne fin de semaine tout le monde et on se voit samedi.